puisqu'elle ne ressemble pas beaucoup aux autres observations, puisqu'on est chez nous, on est basé beaucoup plus sur l'entretien clinique, c'est-à-dire on va parler au malade plus qu'on va l'examiner. Donc, elle est, comme je vous ai dit, elle est basée sur un entretien spécifique qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. C'est-à-dire pendant l'entretien, à la fois on est en train de collecter les informations et les signes cliniques qui vont nous permettre de poser le diagnostic. Et en même temps, on a une attitude thérapeutique vis-à-vis de notre patient, euh, puisqu'on on va le soutenir, notre façon de lui parler et tout va être, c'est une attitude thérapeutique aussi. Donc, d'abord, on va se présenter à notre patient en qualité de médecin ou de médecin psychiatre. Euh, et dans un premier temps, on va écouter le patient. On va le laisser parler librement. Donc, c'est une écoute non directive. On va pas poser des questions. On laisse le patient parler et dire spontanément tout ce qui lui vient à la tête. Bien sûr, pendant ce temps, on observe notre patient, on va observer sa mimique. Ça, on va insister sur l'appareil neurologique et bien sûr les autres appareils en fonction des signes d'appel, c'est-à-dire cardiovasculaire, respiratoire, digestif, etc. À la fin de notre entretien, bien sûr, on va collecter les symptômes qu'on va grouper en syndromes psychiatriques. Et bien sûr, ces syndromes psychiatriques vont nous permettre de poser notre diagnostic. Donc, il y a plusieurs syndromes. Il y a le syndrome délirant, syndrome dépressif, anxieux, syndrome organique s'il y a une atteinte organique, etc. Pour l'atteinte organique, bien sûr, on la trouve dans la le plan de l'observation psychiatrique. Donc, on va détailler tous ces éléments. Bien sûr, vous avez votre patient devant vous. Vous allez d'abord le questionner sur son identité, c'est-à-dire nom, prénom, âge, sa fratrie, c'est-à-dire quel est son classement dans sa fratrie, par exemple, c'est le premier, c'est le dernier de sa fratrie, etc. Et biopsychosocial, c'est-à-dire on va se baser sur tout, sur les médicaments, sur sa prise en charge sociale et bien sûr psychologique. Bien sûr, la profession, elle est aussi importante et le niveau de scolarité. Donc, tout est important en psychiatrie. Bien sûr, on demande à notre patient quel est le motif d'hospitalisation. Parce qu'en psychiatrie, en général, les patients peuvent ignorer le motif de leur hospitalisation, puisqu'ils sont anosognostiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de leurs troubles. Donc, on demande toujours à notre patient pourquoi il est hospitalisé. On va voir s'il est conscient ou non de son trouble. Bien sûr, on demande ses antécédents, d'abord personnels, médicaux, chirurgicaux, s'il a fait une intervention chirurgicale auparavant ou non, s'il a un diabète, HTA, etc.
Dans tous les cas, tout ça est important euh, à la prise en charge ultérieure du patient. Bien sûr, on va demander aussi ses antécédents psychiatriques. Est-ce qu'il a été hospitalisé ou non auparavant? Est-ce qu'il est suivi ou non par un médecin, etc. Bien sûr, on s'inquiète aussi de ses abus toxiques, c'est-à-dire s'il se drogue ou non. S'il se drogue, il va nous dire, par exemple, cannabis, psychotropes, alcool, etc. Et même le tabac, bien sûr. On va préciser la quantité, s'il prend quotidiennement ses drogues, on va préciser la quantité, la durée et la fréquence. Bien sûr, les antécédents gynéco-obstétricaux chez les femmes euh, et les antécédents juridiques, c'est-à-dire si le patient a été incarcéré ou non auparavant, s'il a des problèmes avec la justice ou non. Bien sûr, on demande aussi les antécédents familiaux. C'est la même chose, on va demander les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychiatriques de la famille. Bien sûr, s'il y a des antécédents psychiatriques de la famille, ça va nous orienter vers l'hérédité, c'est-à-dire le trouble peut-être héréditaire. Euh, dans un second paragraphie, c'est l'histoire personnelle du sujet. Euh, c'est vers, donc on n'arrive pas à recueillir vraiment la biographie. Donc, on va demander à la famille de nous fournir ces informations. Bien sûr, si c'est la mère, on va lui demander le déroulement de la grossesse et la naissance. Est-ce que c'était une grossesse désirée ou non? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème pendant la grossesse ou l'accouchement? Euh, Aussi, on va faire le développement psychomoteur. Et ça, c'est surtout pour les enfants, hein. On fait de ça, c'est surtout pour la pédopsychiatrie. Donc, on va demander est-ce qu'il a été allaité au sein ou non, la diversification alimentaire quand, euh, la position assise quand, début de la parole, de la marche, etc. Ces éléments peuvent nous orienter surtout dans les troubles chez les enfants, c'est les arriérations mentales, l'autisme, etc. Euh, la vie scolaire aussi est intéressante à étayer. Donc, le début, est-ce qu'il a fait l'école coranique ou non, public, privé, est-ce qu'il était brillant, moyen, ou il y avait des résultats médicaux, des problèmes de personnalité, des troubles de euh, etc. Bien sûr, on va voir aussi ses relations avec ses parents, ses frères. Est-ce qu'il a de bonnes relations ou non? Est-ce qu'il est sociable ou non? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il a une capacité de maintenir des relations ou non? S'il y a des problèmes d'hygiène, donc bien sûr, ça peut y avoir un diagnostic de schizophrénie. Donc, ses capacités aussi d'adaptation au voyage parce et ses capacités d'adaptation au stress. Les contraintes, c'est le stress. Donc, euh, tout ça peut nous orienter vers des diagnostics précis en psychiatrie.
Bien sûr, après la biographie, on va demander l'histoire de la maladie, c'est-à-dire elle a commencé quand, est-ce qu'il y avait des facteurs déclenchants ou non, euh, est-ce que la chronologie aussi de l'histoire de la maladie et l'évolution de l'état actuel ou du dernier épisode. Donc voilà. Euh, donc on va faire l'examen psychiatrique maintenant. Après ça, on va faire l'examen psychiatrique proprement dit. Donc d'abord, on va commencer par la présentation. C'est-à-dire, on va observer le patient, comment il se présente. On a d'abord le biotype. Le biotype, il va nous donner une impression sur le tempérament. On a une célèbre classification, c'est la classification de Kretschmer, qui est un éminent psychiatre allemand. Et, et il y a trois grands biotypes. D'abord, on a le biotype pique-nique. C'est quoi le biotype pique-nique? Ce sont des sujets qui sont petits et ronds. C'est-à-dire, ils ont un visage large, un tronc, un cou large et un cou massif et un tronc large. Euh, et ça, on les trouve surtout dans les troubles bipolaires, c'est-à-dire les troubles maniaco-dépressifs. Il y a aussi le biotype leptosome. Le biotype leptosome, ce sont des sujets qui sont plutôt développés en longueur qu'en largeur. Donc, ce sont des sujets plutôt développés en longueur qu'en largeur. Donc, disais, ce sont plutôt des sujets développés. Oui, نسمعوا مي لو ديابو راح. Est-ce que vous m'entendez? وي وي نسمعوا مي لو ديابو ما كانش لا فوتو برك. D'accord, donc on a. هاي ورجعت سي بون رجعت. Est-ce que donc, ok, وي. très bien. Donc, je disais, le biotype et les liposomes sont des sujets plutôt développés en longueur qu'en largeur. C'est-à-dire, ils sont lents, ils ont un visage allongé, un nez lent et un crâne réduit ou petit. Et ça, ce biotype, on le trouve en général chez les schizophrènes. Donc en schizophrénie. Il y a aussi un autre biotype, c'est le biotype athlétique. Et ce sont des sujets qui sont euh, bien charpentés, musclés, avec un squelette important, un torse large et des mains puissantes, et une mâchoire, des pommettes et des arcades sourcilières marquées. Pour ce biotype, on le trouve en général chez les épileptiques. Dans tous les cas, ces biotypes ou cette forme de corps chez certaines personnes, elle n'est pas stable, hein. On peut trouver des bipolaires ou des schizophrènes qui n'ont pas ces biotypes. Mais en général, quand on trouve ce biotype, il est caractéristique ou on va nous révéler un trouble psychiatrique précis. D'accord, hein. Donc, il y a aussi, pendant notre examen clinique, examen psychiatrique, on va apprécier la tenue, c'est-à-dire on va voir le sujet, il est habillé comment. Surtout, si la tenue est adaptée, c'est-à-dire elle est normale, correcte, etc., ou bien elle est inadaptée. Donc, elle peut être excentrique. Excentrique, c'est-à-dire une tenue extravagante, originale, qui n'est pas
qui n'est pas habituel donc, dans une société ou dans un milieu. Par exemple, on va trouver une femme une jeune fille qui va porter des bijoux spéciaux avec en particulière, des cheveux de couleur particulière, rouge ou rose, etc. Donc, c'est pas habituel, c'est pas tout le monde qui va s'habiller comme ça ou qui va faire la couleur de ses cheveux comme ça. En général, ça va nous orienter vers une personnalité hystérique. La tenue aussi peut être négligée, sale, et ça, en général, ça va nous orienter vers un trouble organique, à savoir confusion, démence. Ou bien la tenue du patient ou de la patiente est clownesque, choquante. Par exemple, c'est une patiente qui va venir à la consultation en portant une robe de soirée ou bien un maillot de bain. Donc, et ça, on le trouve en général dans les excitations de l'accès maniaque, c'est-à-dire c'est une malade qui est en train de faire la fête, etc. Et elle va porter des choses vraiment choquantes pour les gens. Ou bien la tenue peut être bizarre. Donc bizarre, par exemple, c'est un patient qui va venir en plein été, en août, où il fait très chaud, il va porter un manteau, un pull en laine, etc. Donc, et ça, on le trouve en général dans la schizophrénie. Donc, on va apprécier aussi la mimique. La mimique, elle traduit le langage non verbal exprimé par la face, le visage, les yeux, les gestes, etc. Donc, la mimique peut être exagérée, accélérée, on va dire une hypermimie. Donc, c'est-à-dire le patient est animé, le visage est animé, les yeux regardent partout, ils sont brillants, etc. Et ça, en général, on trouve dans l'euphorie où le patient où la patiente est très heureux, et ça, on le trouve dans l'accès maniaque. C'est-à-dire, on va trouver un visage très animé avec des yeux qui regardent partout, etc. Ou bien le visage n'exprime rien, il y a une hypomémie ou amimie, c'est-à-dire une diminution de l'expression du visage. Et ça, on la trouve en général dans la douleur morale, et elle exprime un ralentissement psychomoteur. On la trouve dans les dépressions, surtout de type mélancolique. Ou bien il y aura une dysmémie, c'est-à-dire c'est la survenue d'une mimique n'ayant aucun rapport avec le discours ou l'affect exprimé. C'est-à-dire, par exemple, le patient est là, il vous parle de la mort tragique de son père et il est en train de rire. Donc, c'est discordant. Et ça, on le trouve dans la schizophrénie. Donc, votre patient toujours est devant vous et vous êtes aussi en train d'observer son comportement. C'est-à-dire, il se comporte comment. Votre patient peut être agité. Donc, l'agitation, c'est une hyperactivité motrice, désordonnée, impulsive et voire destructrice. C'est-à-dire, il peut passer à l'acte et frapper l'infirmier ou les gens qui sont devant lui. Bien sûr, là, on va prendre nos précautions. On va appeler les agents et on essaye de contrôler bien sûr notre patient pour qu'il n'y ait pas d'incident. Il n'y ait pas d'incident. Dans tous les cas, l'agitation, vous allez avoir un TD spécial sur l'agitation parce que c'est important. Il y a aussi la stupeur, c'est-à-dire votre patient est devant vous, mais il y a une suspension ou un ralentissement extrême des mouvements volontaires, c'est-à-dire ne bouge pas, la mimique n'exprime rien, il est sidéré. Là, la stupeur, on peut la trouver dans la confusion stuporeuse, ou bien on peut la trouver aussi dans la schizophrénie catatonique. Et c'est une urgence. La catalepsie, c'est un trouble psychomoteur aigu du tonus et de l'initiative motrice.
Donc, exemple, maintien des attitudes. Par exemple, je ne sais pas, vous allez, donc, je disais, le maintien d'attitude. Donc, par exemple, vous allez demander à votre patient, voilà, vous allez, il va par exemple mettre, vous allez lui lever les mains comme ça, et le patient va les laisser dans l'air, il ne va pas les baisser. Ou bien une résistance à toute tentative de mobilisation. Par exemple, vous allez essayer de mobiliser la main de votre patient et c'est en vain. Vous n'arriverez jamais à mobiliser sa main. Ou bien c'est une suspension de la motricité spontanée du sujet. Par exemple, votre patient s'endort sur un oreiller, par exemple lors de son hospitalisation, et vous allez lui enlever l'oreiller. Donc, et sa tête ne va pas se baisser sur le lit. Sa tête va rester dans l'air, donc il ne va pas la baisser. Dans tous les cas, la catalepsie, on la trouve surtout dans une forme particulière de schizophrénie. C'est la schizophrénie catatonique. Il y a aussi les parakinésies, sont des mouvements anormaux qui caricaturent ou déforment les mouvements normaux. Par exemple, on a les stéréotypies gestuelles, c'est des actes automatiques répétitifs et sans but adapté. Par exemple, sont des sujets, par exemple, qui ont des stéréotypies gestuelles, par exemple, qui sont assis sur la chaise et ils font ce mouvement. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, ils se basculent et ils n'arrêtent pas de faire ce mouvement. Ou bien, avec la main, et ils font un mouvement répétitif et ils ne s'arrêtent pas. Donc, ça, on le trouve surtout dans la réaction mentale et même en schizophrénie, dans les formes déficitaires évoluées. Voilà. Donc, vous avez le contact, vous avez votre patient devant vous et vous allez apprécier votre contact ou votre relation avec votre patient. Donc ça, c'est aussi important parce que ça va nous donner des éléments stimologiques importants. Vous allez voir si votre contact est syntone ou hypersyntone, c'est-à-dire c'est un contact facile dans le contact syntone, c'est-à-dire votre patient vous parle aisément de ses troubles, il parle sans difficulté, ou bien il peut être même familier, c'est-à-dire le patient va dépasser ses limites avec son médecin, il va lui donner des remarques sur sa tenue, la tenue bien sûr du médecin, il va vous dire que votre foulard est bien, vous êtes bien joli aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est un contact familier et ça, on le trouve surtout dans les accès maniaques. Ou bien, au contraire, c'est un contact difficile où on parle de voire impossible. Donc, vous n'arrivez pas à obtenir aucun contact avec votre patient. Où il va vous parler difficilement. Si vous lui posez des questions, il vous répond difficilement à vos questions. Et ça, on parle d'une indifférence autistique. Donc, on la trouve en général chez les schizophrènes. C'est-à-dire que ce sont des sujets euh, qui sont euh, qui ne répondent à aucune sollicitation extérieure et ils ne veulent pas obtenir aucun contact. Ou bien c'est une réticence. La réticence, c'est le refus volontaire de parler librement de ce qui lui préoccupe principalement. C'est-à-dire, c'est des sujets qui vont vous parler normalement, mais ils cachent l'essentiel. Ils ne vont pas vous parler, par exemple, de leur délire ou de leur hallucination ou de leur trouble.
psychiatrique. Ils parlent de tout sauf de leurs troubles. Et là, donc ils vont cacher ils vont cacher leurs troubles. Donc et ça, on les trouve en général dans les psychoses. Ou bien votre patient, il y a une absence, c'est-à-dire le sujet n'est pas attentif à l'entretien, il est alors, il n'est pas, et ça on la trouve en général dans la confusion mentale ou le syndrome démentiel. C'est-à-dire c'est un sujet qui n'est pas conscient de la situation de l'entretien à cause de ses troubles organiques. En général, ça c'est dans le cas des troubles organiques. Après ça, après le contact, on va demander à notre patient, on va questionner ses conduites instinctuelles, c'est-à-dire sur l'alimentation, la sexualité et le sommeil. D'abord, on commence par l'alimentation. On peut avoir une anorexie ou un reflux alimentaire. C'est quoi l'anorexie? Elle se définit par la diminution ou la perte de l'appétit, qui peut être volontaire ou non. Pour l'anorexie, donc il y a une diminution perte de l'appétit. Mais en psychiatrie, dans l'anorexie mentale, il n'y a pas de perte d'appétit, c'est-à-dire le sujet a faim, mais il refuse volontairement de manger. Ou sinon, s'il y a une diminution perte de l'appétit, on peut l'avoir en général dans les troubles organiques, dans le cas de cancer, tuberculose, etc. Mais il y a deux sortes d'anorexie. Il y a l'anorexie volontaire, qui est là dans l'anorexie mentale, et non volontaire dans les pathologies organiques ou somatiques. On peut avoir aussi un refus alimentaire volontaire, c'est-à-dire le patient refuse de manger. Et ça, en général, on la trouve dans la dépression mélancolique. C'est-à-dire le patient va vous dire, dans tous les cas, je suis cuit, à quoi bon manger, puisque ma vie n'a aucun sens et je vais mourir dans tous les cas, donc je ne mange pas. Ou bien dans un syndrome délirant, où le sujet, il y a un délire d'empoisonnement, c'est-à-dire le sujet suspecte qu'on lui a mis du poison dans la nourriture, alors il refuse de manger. Ou bien dans la schizophrénie aussi, dans le cas d'un délire d'empoisonnement aussi, ou bien dans le cadre de la discordance où le sujet est incohérent et ne sait pas s'il faut manger ou non, etc. Le contraire de la restriction alimentaire, il y a les excès alimentaires. On a les conduites boulimiques, c'est-à-dire c'est le besoin incoercible d'absorber une grande quantité d'aliments en une période de temps limitée. Donc, ce sont des sujets qui vont se mettre à manger d'une façon brutale une grande quantité d'aliments en 15 minutes à 2 heures. Donc, ils vont absorber des sucreries, du chocolat, des gâteaux, etc. Et ça, c'est des crises qui se répètent dans le temps. Dans tous les cas, ça, on le trouve dans la boulimie et vous avez un cours spécial sur ça. Ou bien c'est donc pour la conduite boulimique, c'est des crises à répétition. Par contre, pour l'hyperphagie, c'est une absorption chronique de nourriture, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui mangent beaucoup et d'une façon continue. Il n'y a pas de crise, donc c'est continu et ils aboutissent à une prise de poids ou à une obésité. La dipsomanie, c'est le besoin paroxyque aussi, c'est-à-dire c'est des crises qui arrivent et ils vont ingérer de grandes quantités de poissons alcoolisés. La potomanie, ce sont des sujets qui ont besoin d'ingérer de grandes quantités d'eau. La potomanie aussi, elle est peut-être dangereuse et c'est-à-dire, bon, par exemple, ce sont des malades qui vont ingérer jusqu'à 10 litres d'eau. Donc, ça peut entraîner une hyponatrémie et même des convulsions chez des sujets. Donc, ça, on la trouve surtout chez certains arriérés mentaux ou bien certains schizophrènes.
Il y a aussi les conduites alimentaires aberrantes. On a l'exemple du PICA, c'est-à-dire inapproprié d'objets non alimentaires. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui vont absorber de la terre, cailloux, ils vont manger de la craie, etc. Et ça donne en général des anémies sévères, parce qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut manger. On a un exemple de PICA, c'est la coprophagie. C'est bien sûr c'est l'absorption de matière fécale. Et ça, on la trouve surtout dans la schizophrénie, dans les formes déficitaires avancées, très graves. Bien sûr, on va apprécier, après l'alimentation, on va apprécier le sommeil du patient parce que le sommeil est très important et le sommeil peut être un signe de rechute des pathologies en psychiatrie. Donc, on va demander à notre patient s'il dort correctement ou non. Donc, l'insomnie, on a d'abord l'insomnie. Donc, ce sont des sujets qui ne dorment pas. L'insomnie peut être initiale, matinale ou totale. Initiale, c'est-à-dire c'est une insomnie d'endormissement. C'est-à-dire au début, le patient ne dort pas. Donc, il va dormir très tardivement dans la nuit. Et ça, on le trouve en général dans les troubles anxieux, ou s'il y a un problème psychologique chez ce sujet, ou il y a eu un problème pendant la journée. Donc, en général, on trouve une insomnie d'endormissement. Ou bien c'est une insomnie matinale, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui vont dormir normalement, mais ils vont se réveiller euh, très tôt le matin, à 3 heures, 4 heures du matin, par exemple. Et ça, on la trouve surtout dans la dépression de type mélancolique. Et cette insomnie matinale, elle est très dangereuse, puisqu'en général, ces patients vont passer à l'acte au petit matin, c'est-à-dire ils vont essayer de se suicider. Le suicide est très fréquent en- dans le cadre de l'insomnie matinale chez les mélancoliques. Ou bien c'est une insomnie totale, c'est-à-dire le sujet ne va pas dormir toute la nuit. Et ça, on la trouve surtout dans les accès maniaques où le sujet est très excité et il n'a pas le temps de dormir. On peut avoir aussi une inversion du rythme circadien, c'est-à-dire il va somnoler la journée, c'est-à-dire dormir la journée et se réveiller le matin. Et ça, on le trouve en général dans les démences, où il y a inversion du cycle nictéméral. Donc, il y a aussi la clinophilie. La clinophilie, c'est quoi? C'est le besoin de rester au lit pendant toute la journée, même sans dormir. Hein. Donc, en somnolant plus qu'en dormant. Et ça, on la trouve pour la clinophilie, on la trouve surtout dans les dépressions, dans les troubles psychologiques, les chéologies, etc. Euh, Contrairement à l'insomnie, on peut trouver une hypersomnie, c'est-à-dire une augmentation du sommeil. Et ça désigne les états où le sommeil se prolonge au cours de la journée. Donc, on peut avoir une hypersomnie refuge. Aussi, dans les dépressions réactionnelles, les sujets peuvent dormir, peuvent recourir au sommeil pour oublier leurs problèmes. Donc, ça, on trouve une hypersomnie. Ou bien, c'est des accès de sommeil. C'est-à-dire c'est des attaques de sommeil irrésistibles qui vont survenir au cours de la journée. Et ces attaques de sommeil, en général, on les trouve dans des troubles organiques spéciaux du sommeil. C'est c'est des troubles du sommeil comme spéciaux et de cause organique. Après le sommeil, on va apprécier les conduites sexuelles. C'est important aussi en psychiatrie. On va voir s'il y a des déviations sexuelles. Par exemple, on a l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une excitation sexuelle importante en faisant souffrir son partenaire sexuel physiquement ou plutôt.
pardon, parler du sadisme. Donc l'homosexualité, la pédophilie et la gérontophilie. Donc je m'excuse. Donc pour l'homosexualité, bien sûr vous connaissez, c'est d'avoir un partenaire sexuel du même sexe, fille ou garçon. La pédophilie, c'est d'avoir faire des rapports sexuels avec des enfants. Et la gérontophilie, c'est d'avoir bien sûr des rapports sexuels avec des sujets âgés. Et bien sûr privilégier ces rapports. Deuxièmement, c'est le sadisme. Donc le sadisme, c'est quoi? C'est avoir une excitation sexuelle importante en faisant souffrir son partenaire sexuel. Euh, en le faisant souffrir physiquement, c'est-à-dire en le frappant, etc., ou psychologiquement, en l'humiliant, en l'insultant, etc. Le masochisme, c'est le contraire, c'est d'avoir une excitation sexuelle en subissant une humiliation, en étant abattu ou attaché, ou subissant toute autre source, toute autre, euh, tout autre acte entraînant une souffrance. Donc, le voyeurisme, c'est une excitation sexuelle, bien sûr, en observant une personne, bien sûr, qui ne se doute de rien, nue, en train de se déshabiller, ou bien en train de faire un acte sexuel. L'exhibitionnisme, c'est d'avoir une excitation sexuelle en montrant ses organes génitaux externes à une personne bien sûr prise au dépourvu ou bien en milieu public, c'est-à-dire elle va montrer ses organes génitaux externes en milieu public. Donc en revanche, bien sûr, ces troubles peuvent être isolés ou bien entrer dans un cadre de troubles psychiatriques bien précis. Et là, bien sûr, en général, ces troubles posent des problèmes médico-légaux. Il y a aussi des anomalies des fonctions sexuelles. Donc, on peut avoir la masturbation. La masturbation, c'est une pratique qui consiste à provoquer sur soi-même ou sur son partenaire du plaisir sexuel. Et ça, c'est par des contacts manuels. Ou bien, on peut avoir une éviction des rapports ou frigidité. Frigidité, c'est l'absence du désir et du plaisir sexuel. Le vaginisme, qui est une contraction musculaire prolongée et récurrente des muscles du plancher pelvien, et, qui entrave bien sûr l'ouverture du vagin, empêchant la pénétration ou se faisant avec douleur. Impuissance, bien sûr, une impuissance sexuelle chez les hommes, etc. Et ça, on peut les trouver au cours des dépressions. Ensuite, on va apprécier les conduites sociales. On a le suicide. Est-ce que le sujet a fait des tentatives de suicide auparavant ou non? Est-ce qu'il y a une histoire familiale de suicide, etc. Dans tous les cas, le suicide, vous aurez normalement un TD sur ça. C'est un sujet important. L'étude, c'est l'abandon du domicile ou du lieu de travail sans but précis. C'est-à-dire, c'est des étudiants qui vont partir en voyage sans avertir personne et sans but. En général, on peut les trouver dans les démences, dans les troubles hystériques, conversives, dans l'épilepsie temporale, ou bien aussi chez les schizophrènes ou des voix, par exemple, vont lui demander, puisqu'il est halluciné, des voix vont lui demander de partir en voyage ou de faire, etc. Les vols pathologiques, on a un exemple de vol pathologique, c'est la kleptomanie, c'est-à-dire que c'est l'impossibilité de résister à l'impulsion de voler des objets qui ne sont dérobés ni pour leur pour un usage personnel, ni pour leur valeur commerciale. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui ont un problème de kleptomanie, c'est-à-dire qu'ils vont voler des choses qui n'ont pas d'importance,
Ils sont pas chers et ils ne vont ni les utiliser eux, ni les vendre, etc. Donc, c'est un trouble psychologique. Et il y a une célèbre histoire d'une princesse du Golfe qui avait justement ce problème de kleptomanie. Elle est très riche, bien sûr, et elle n'a pas besoin de voler, mais elle est partie à Paris et elle a volé des trucs qui n'ont pas d'importance et qui n'ont pas de valeur. Et bien sûr, les médias français n'ont pas raté ça et on fait la publicité. Donc c'est un trouble à traiter, c'est un trouble psychologique. Donc la pyromanie c'est quoi? Ce sont des sujets qui aiment allumer le feu, donc et ils le font à répétition. Donc ils aiment voir le feu. En général, on peut trouver pyromane, on peut la trouver chez les schizophrènes. Il y a des schizophrènes qui sont pyromanes. L'homicide, c'est l'acte de tuer, c'est-à-dire tuer une personne, c'est ça l'homicide. Et en général, il est rare en psychiatrie. Euh, les attentats aux mœurs, donc c'est les anomalies du comportement sexuel qu'on a vu tout à l'heure, et qui peuvent conduire à de graves délits ou crimes, c'est l'exhibitionnisme, le viol, l'inceste, la pédophilie, etc. L'inceste, c'est d'avoir des rapports sexuels avec un membre de la famille, sœur, sœur, mère, fille, etc. Nièce, etc. Les conduites addictives, c'est-à-dire on va apprécier s'il y a une conduite addictive, c'est la toxicomanie, c'est-à-dire c'est la prise de drogue, etc. Donc ce sont l'ensemble des comportements qui visent le recours répété à une drogue ou à un comportement hédonique. Hédonique, c'est-à-dire qui va procurer du plaisir, qui va lui procurer du plaisir au détriment d'autres activités, à savoir l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est-à-dire aux psychotropes, cannabis, etc. Et bien sûr l'addiction à l'Internet. Dans tous les cas, vous aurez un cours spécial sur les conduites addictives. Dans un second temps, bien sûr, on va apprécier les fonctions supérieures cérébrales, bien sûr. On a d'abord les fonctions symboliques, à savoir le langage, la gnosie et la pratique. Donc, votre patient est devant vous et vous allez apprécier son langage ou son discours. C'est très important, bien sûr. Vous allez voir d'abord la production globale. Donc, vous allez voir le rythme du langage. Est-ce qu'il est normal? C'est un rythme normal, c'est-à-dire il parle d'une façon correcte et normalement. C'est pas un rythme accéléré. Et là, on parle de tachyphémie ou ralenti ou diminué. Et là, on parle de bradyphémie. Donc, la tachyphémie, donc c'est une accélération du rythme. Parmi les signes de la tachyphémie, c'est la logorée, c'est-à-dire le sujet va parler d'une façon rapide, les paroles sont rapides, ils sont incontrôlables, ils parlent vraiment rapidement, on parle de logorée, et on va aussi, son langage est logique, c'est-à-dire c'est vrai qu'il est accéléré, il parle rapidement, mais il reste logique, cohérent. Donc ça, on le trouve dans l'accès maniaque, ou bien il n'est pas logique, ces paroles ne sont pas logiques, et là, on parle de schizophrénie. Ou bien le cours du langage peut être ralenti, et là, c'est la bradyphémie, c'est-à-dire c'est un patient qui parle très lentement, il n'arrive pas à parler, et là, en général, on la trouve dans les dépressions. Ils sont ralentis, ils sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent pas à parler correctement et à sortir leurs paroles. Ou bien le patient parle normalement,
bien le patient parle normalement, puis il y a une rupture brusque du langage. C'est-à-dire il parle, puis il s'arrête de parler, puis il reprend sur le même sujet ou sur un sujet, sur un autre sujet. Et là, on parle du barrage idéique, ou peut-être, ou bien la rupture peut être progressive. C'est-à-dire le patient est en train de parler, puis il diminue progressivement son discours, euh, il va diminuer le temps. Par exemple, il dit oui, j'étais à l'école, puis il reprend. Donc il y a puis il reprend la parole. Et là, c'est une rupture progressive. Et là, on parle de fatigue mentale. Le barrage idéique et une fatigue mentale sont pathognomoniques de la schizophrénie. Bien sûr, votre patient, quand vous lui demandez pourquoi vous êtes arrêté comme ça, ou pourquoi vous avez baissé le temps, puis vous avez repris, il va vous dire, je ne sais pas, j'avais la tête vide et je n'avais aucune pensée dans ma tête et je n'arrivais plus à parler. Docteur, Oui, oui, ما كانش je vais essayer de, comment? voilà, oui, vous Ok, n'avez une pas de leçon. cours, hein? Oui, mais il n'y a pas de cours, oui. Oui, je vais On essayer est de, normalement رجع.
جاء عندكم جاء. Oui, كاين le diapo, oui. Ah, il y a très bien. Voilà. Donc voilà, normalement, j'ai terminé avec le barrage idéique et le fatigue mental. S'il vous plaît, vous coupez votre son. Coupez votre son. Coupez votre son. D'accord. Donc, après le barrage et le fading mental, on a le mutisme, c'est-à-dire votre patient est devant vous et il est complètement mutique, il ne parle pas. Donc, là, absence de production verbale. Donc, on peut la trouver dans les dépressions où le sujet ne parle pas, ou bien dans la schizophrénie, où le patient, on lui dit de ne pas parler, et halluciné, on lui demande de ne pas parler, donc il ne va pas vous parler, etc. Des stéréotypies verbales, c'est la répétition sans fin de groupes de mots. C'est-à-dire le sujet va répéter des mots qui ont un sens ou qui n'ont pas de sens. Par exemple, va répéter les mêmes noms, le même truc. Oui, j'étais petit, oui, j'étais petit, oui, j'étais petit. Donc, c'est des stéréotypies verbales. Et il va les répéter pendant l'entretien. La persévération verbale, donc c'est la répétition d'une réponse qui a été adaptée à une question antérieure en réponse aux questions qui suivent au cours d'un même entretien. Par exemple, pour la persévération verbale, vous allez par exemple questionner votre patient, par exemple, sur ses résultats à l'école pendant son enfance. Par exemple, il va vous dire oui, j'étais brillant à l'école, etc. Donc, et vous allez continuer votre conversation. Par exemple, vous allez vous poser une autre question sur ses parents ou sur ses frères. Et là, il va revenir sur la première réponse et il va encore vous parler de l'école. Donc là, on parle de persévération verbale. C'est-à-dire, il va pas continuer votre entretien, mais il va toujours revenir sur la première question et il va encore vous parler de ça. C'est ça la persévération. On la trouve en général dans la schizophrénie et aussi dans les atteintes organiques, à savoir confusion et démence, épilepsie. Donc, après la production globale, vous allez apprécier la sémantique ou le syntaxe de votre patient. C'est-à-dire est-ce que les mots sont corrects, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il parle correctement ou non. Donc, vous avez d'abord le paralogisme. Le paralogisme, c'est quoi le paralogisme? C'est l'utilisation de mots habituels dans un sens personnel avec une signification nouvelle. C'est-à-dire dans le paralogisme, les mots existent, c'est-à-dire c'est des mots usuels, les mots sont corrects, mais c'est la phrase qui n'a pas de sens. Euh, Par exemple, il va vous dire le prof est assis, je conforme le présent, si la rue est grande, le prof est assis, je consigne de 30, etc. Donc c'est une phrase qui n'a pas de sens et qu'il n'y a pas d'enchaînement logique. Et donc, mais les mots existent. C'est ça le paralogisme. Le néologisme, c'est des mots nouveaux inventés. Non, pardon, pour le paralogisme, je disais, c'est des mots habituels, mais dans un sens personnel. Non, donc j'ai une excuse. Donc pour le paralogisme, c'est des mots habituels, donc c'est qui existent vraiment, mais c'est leur utilisation qui n'est pas habituelle. Par exemple, il va vous parler du crayon et il va le prendre comme une chaise. Par exemple, il va vous dire je vais m'asseoir sur ce crayon. Donc c'est l'utilisation qui n'est pas correcte.
Par contre, le néologisme, c'est un nouveau mot inventé que vous ne connaissez pas du tout. Donc, c'est du charabien. Par exemple, au lieu de dire fratrie, il va vous dire raterie ou canalisation. C'est un mot qui n'existe pas. C'est une invention, c'est un mot inventé. Et ça, c'est dans la schizophrénie. Par contre, la verbigération, c'est la répétition anarchique de mots ou de propositions dénuées de sens. C'est là, justement, c'est là notre exemple que je disais. Par exemple, on va vous dire, le prof est assis, la salle est grande, si j'étais assise, la rue était déserte, etc. Donc, c'est des propositions qui n'ont pas de sens, qui sont reliées entre eux et ça n'a pas de sens. C'est ça la verbigération, c'est-à-dire les mots existent vraiment, mais c'est les phrases ils sont liées d'une façon anarchique et qui n'a pas de sens. Par contre, la glossolalie, c'est un emploi d'un langage inventé avec son vocabulaire. C'est-à-dire, c'est un langage martien, c'est du chinois, vous n'allez rien comprendre, et tous les mots, il va utiliser des néologismes dans tous les mots. Donc, c'est un langage nouveau, incompréhensible, propre aux malades. Ça, on le trouve en général dans la schizophrénie. Les aphasies, c'est un trouble provoqué par une atteinte cérébrale et peut se traduire par des perturbations de l'expression et de la compréhension. Donc, pour l'aphasie, on peut trouver une aphasie d'expression, c'est-à-dire d'articulation. Il n'arrive pas à articuler les mots correctement. Et ça, on l'appelle l'aphasie de Broca. Et on la trouve dans l'hémiplégie droite. C'est des sujets qui ont une hémiplégie droite, qui sont paralysés, donc ils n'arrivent plus à articuler correctement les mots. C'est une aphasie d'expression. Par contre, où on peut trouver une aphasie de compréhension. Une aphasie de compréhension, euh, c'est l'aphasie de Wernicke. On l'appelle l'aphasie de Wernicke. C'est-à-dire les sujets peuvent articuler correctement les mots, mais c'est le sens qui n'est pas correct. Ils prennent des mots pour des autres, etc. Et ça, on la trouve en général dans les démences. Les agnosies, c'est quoi les agnosies? Les agnosies sont des perturbations concernant la possibilité de reconnaître et d'identifier les objets sans atteinte sensitive ou sensorielle. C'est-à-dire ce sont des sujets c'est-à-dire ce sont des sujets qui vont prendre par exemple qui ne reconnaissent plus les choses. Par exemple, vous allez lui montrer un crayon et il va vous dire que c'est une chaise. Donc, et ça, on la trouve en général dans les démons. C'est-à-dire, ils vont plus reconnaître des objets usuels et dans un stade avancé de démence, ces sujets peuvent même ne plus reconnaître leur propre visage dans le miroir. C'est-à-dire, il va se voir dans le miroir et il va dire c'est qui celui-là. C'est-à-dire, il va pas se reconnaître lui-même. Les apraxies sont les apraxies sont des perturbations de la motilité volontaire sans atteinte de la motricité. Par exemple, ce sont des sujets qui n'arrivent plus à boutonner leur chemise ou bien à écrire correctement. Malgré que leurs mains sont normaux, il n'y a pas d'atteinte neurologique ou organique, mais ils n'arrivent pas à faire les gestes usuels de la vie. Et ça, on le trouve en général dans les démences aussi, dans la démence de type Alzheimer. Donc, le syndrome aphasie-apraxiagnosie va nous renvoyer bien sûr vers des atteintes neurologiques et c'est c'est le syndrome essentiel de la démence de type Alzheimer où on va trouver ces trois éléments, c'est-à-dire l'aphasie de Wernicke avec les agnosies et les apraxies.
Après le langage et les apathies, on va apprécier la mémoire. Donc les fonctions mnésiques ou la mémoire, c'est en rapport avec la mémoire. Donc on peut avoir une amnésie, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, une diminution de la mémoire. On a une amnésie de fixation ou amnésie antérograde, c'est l'incapacité d'intégrer des informations nouvelles avec conservation des informations anciennes. C'est-à-dire ce sont des sujets qui n'arrivent pas, par exemple, qui n'arrivent pas à intégrer les informations nouvelles. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait hier ou qu'est-ce qu'il a mangé hier ou il a, par exemple, rencontré son fils ce matin. Donc, le soir, il n'arrive pas à intégrer cette information. Vous lui demandez qu'est-ce que vous avez mangé hier, il ne va pas se souvenir. Ou bien, vous avez rencontré qui aujourd'hui, il ne va pas se souvenir. Donc, c'est des informations nouvelles qu'il n'arrive pas à intégrer. Par contre, l'amnésie d'évocation ou amnésie rétrograde, c'est l'incapacité de se remémorer une information antérieurement et correctement fixée. Ça, c'est les informations anciennes. C'est-à-dire qu'il les a déjà bien intégrées, par exemple son enfance, il était dans quelle école, il avait quel ami, les amis de son enfance, les résultats, etc. Alors qu'il les connaît très bien, donc il n'arrive plus à se remémorer de ça, de ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, leur nom, etc. Et ça, donc, pour l'amnésie antérograde, on la trouve au début des démences en général, de type Alzheimer, c'est-à-dire au début, les sujets vont oublier les informations nouvelles et par la suite, après évolution de la maladie, de la démence, les sujets vont oublier tous les souvenirs jusqu'à arriver aux souvenirs les plus anciens où il ne va plus se souvenir de ses enfants, de son histoire personnelle et même de son nom. Donc, on a les paramnésies, ce sont des distorsions de la mémoire qui vont mélanger le présent et le passé, le réel et l'imaginaire, par exemple un sentiment déjà vu ou déjà vécu. Pour la paramnésie, on les trouve en général dans la confusion mentale ou bien dans les traumatismes graves, par exemple lors d'un accident de la circulation, il va y avoir une distorsion de la mémoire importante. Les hypermnésies, c'est le contraire, c'est une exaltation de l'évocation des souvenirs, c'est-à-dire il va se souvenir de tout et il ne va rien oublier. Et ça, on le trouve en général dans les accès maniaques ou chez les sujets mourants qui vont mourir, ils vont voir toute leur vie défiler devant leurs yeux. Troisièmement, on va apprécier le fonctionnement de la pensée et du jugement. C'est-à-dire votre pensée, votre passion est devant vous, et vous allez apprécier ses pensées, ses idées et son jugement. Donc, d'abord la pensée, pour la pensée, on a un cours de la pensée et un contenu. Pour le cours de la pensée, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sous pensée accélérée, ralentie, euh, euh, distordue, etc. Donc, on peut avoir une tachypséchie, c'est-à-dire une accélération de la pensée, et elle va se traduire donc par un débit verbal accéléré, ou logoré, c'est-à-dire il va parler rapidement. Ça évoque déjà qu'il y a une accélération de la pensée. On peut avoir une fuite des idées, c'est un éparpillement de la pensée, incapacité de poursuivre une idée ou un raisonnement à son terme. C'est-à-dire qu'il va commencer une idée, mais il ne va pas la terminer, il va passer à une autre, puis il va passer à une autre. Donc, il n'arrive pas à terminer une idée jusqu'à sa fin. Par exemple, il va commencer à vous parler de son travail, puis il va passer à son mariage, puis il va passer à sa maladie, et il ne termine aucune idée jusqu'au bout. C'est ça la fuite des idées. Ou bien c'est des coq à l'âne,
C'est des associations d'idées superficielles par assonance ou sans lien apparent. Des coq à l'âne, par exemple, le sujet euh, va passer du coq à l'âne. Par exemple, l'association par assonance, c'est quoi? Par exemple, ça on le trouve dans l'axémania. Par exemple, il va vous dire oh professeur, euh, bon, je vais vous parler en arabe, parce que j'ai un exemple en arabe. Par exemple, il va vous dire oh docteur, votre foulard est, par exemple, est khadar vert. Votre foulard est khadar. Khadar Bloumi était un bon joueur. Donc, ici, c'est une association par assonance. C'est-à-dire, il a associé le mot khadar et juste après, euh, il s'est rappelé que khadar, c'est le khadar Bloumi. Donc c'est une association par assonance et c'est du coq à l'âne. C'est-à-dire, il passe d'une idée à une autre sans aucun lien et sans logique. Et ça, en général, on la trouve dans l'excitation maniaque, puisque le sujet, là, c'est maniaque, le sujet est tellement excité qu'il n'a pas le temps de terminer une idée, le rythme est accéléré chez lui, il va passer à une autre. J'espère que vous avez compris. Bon, la bradypséchie, c'est un ralentissement de l'ensemble des processus intellectuels. Contrairement à la tachypsychie, la bradypsychie, c'est le ralentissement, le débit est ralenti, le discours est lent, laborieux, c'est-à-dire difficile, il peut être même absent tellement il est ralenti, et on peut trouver une seule idée, on trouve une seule idée. En général, ça c'est dans les dépressions, surtout de type mélancolique. C'est-à-dire, on va trouver, le sujet parle très lentement, il est ralenti, et il y a une seule idée, par exemple, l'idée de mort, qui n'a aucune issue, par exemple, il doit mourir, ou bien c'est une idée qui ne va jamais guérir de sa maladie, etc. On va trouver une seule idée avec un discours ralenti. Le trouble du contenu de la pensée. Donc la pensée, on va apprécier le cours et on va apprécier le contenu. Donc, ça peut être une idée fixe, c'est-à-dire une thématique unique qui s'impose au sujet, qui envahit l'ensemble de son attention et de son activité intellectuelle. Donc pour l'idée fixe, elle peut ne pas être pathologique. Et ça, on la trouve en général dans le cadre des activités créatrices, comme chez les inventeurs ou les chercheurs, où ils ont une seule idée, c'est l'idée de leur invention. Et toutes leurs pensées sont centrées sur cette idée, donc ils ne pensent qu'à ça. Ou on peut la trouver aussi en dehors de la pathologie dans le cadre des bouleversements émotionnels intenses, par exemple lors de la mort d'un proche, par exemple une mort tragique d'un proche, ou bien lors d'une situation amoureuse où la personne ne pense qu'à son amoureux, ou dans le cadre de perte d'un sujet, dans le cadre d'échecs, par exemple échec à un examen, etc. Euh, Ça, c'est pas pathologique. Donc, chez ce sujet, on ne trouve qu'une idée fixe, c'est leur problème. Donc, ou bien l'idée fixe peut être pathologique. Et ça, on la trouve en général suite à une confusion mentale. Par exemple, après une confusion, on peut avoir une idée fixe post-onirique. Aussi dans la mélancolie, où on trouve une solidité, bien sûr dans la dépression, et elle témoigne de la bradypséchie et de l'appauvrissement de l'idée, de la pensée. Ou bien c'est une idée obsédante. Idée obsédante, c'est quoi? C'est une idée qui s'impose de façon répétée et involontaire à la conscience du sujet.
C'est-à-dire c'est une idée, c'est ça, c'est son idée à lui, hein, c'est pas délirant, c'est son idée propre à lui, mais qui s'impose d'une façon répétée et contre sa volonté. Par exemple, on peut avoir une idée obsédante de contamination. Par exemple, c'est un sujet qui a peur d'être contaminé par les microbes. Donc, donc et il a une idée obsédante qui se répète. Par exemple, il va voir les microbes partout. Il ne touche pas à la table parce qu'il a peur d'être contaminé. Il ne touche pas à la porte parce qu'il a peur d'être contaminé, etc. On a aussi des idées d'obsédantes, euh, euh, par exemple, une idée obsédante de commettre un acte dangereux ou absurde. Par exemple, le sujet a une idée obsédante, par exemple, une idée qui lui revient tout le temps. Par exemple, une femme, elle a une idée obsédante qu'elle va jeter son bébé par la fenêtre. Et c'est une idée, bien sûr, elle va pas le faire, mais bien sûr, elle va la déranger et c'est pénible à vivre. Ou bien il a une idée obsédante qui va de se jeter sous le métro. Donc c'est absurde, c'est dangereux, mais c'est une idée qui lui revient à chaque fois et il n'arrive pas à la chasser. Dans tous les cas, ça vous allez le voir dans le cours des troubles obsessionnels compulsifs. On va vous détailler ça, vos idées obsédantes. L'idée délirante, c'est une conviction inébranlable à une réalité fausse et parfois choquante. C'est-à-dire, le sujet est convaincu, totalement convaincu d'une idée qui est bien sûr fausse et parfois même choquante. Par exemple, le sujet, il est délirant, il est convaincu qu'on lui a mis du poison dans la nourriture. Donc c'est faux bien sûr, mais il est convaincu et vous allez essayer de lui dire que c'est faux, mais il va pas vous écouter. Donc c'est une réalité choquante. Aussi, ça peut être une idée délirante fausse, mais vous pouvez la comprendre et vous pouvez adhérer à cette idée. Par exemple, le sujet va vous dire que ma femme me trompe. En réalité, c'est faux, mais le sujet est convaincu de cette idée et vous allez essayer de le convaincre de la fausseté de son idée, mais en vain. Bon. Dans tous les cas, les idées délirantes, c'est la base des psychoses. Vous allez les trouver dans la schizophrénie, dans les troubles délirants, etc., dans la folie délirante, etc. L'idée dépressive, c'est des idées négatives et pessimistes, bien sûr, qui vont concerner le sujet lui-même, c'est-à-dire, il va vous dire, je suis foutu, je ne vais pas guérir de cette maladie, je n'ai aucun avenir, je dois mourir, etc. C'est des idées dépressives, pessimistes, etc. Concernant le sujet, l'entourage aussi, il va vous dire que c'est l'entourage qui est responsable de mon problème. Et le futur, il va vous dire que je n'ai pas d'avenir, j'ai un avenir bouché. Ça, c'est des idées dépressives. Dans tous les cas, vous allez voir ça en détail dans le cours des dépressions. Ou bien, on va avoir une distorsion globale de la pensée. La pensée peut être autistique, c'est-à-dire le patient vit dans son milieu intérieur, coupé de tout, sauf de ses pensées. C'est-à-dire le sujet vit, il est coupé du monde et il ne va penser, il va vivre dans son monde intérieur. Et ça, on le trouve dans la schizophrénie, bien sûr. Ou bien c'est une pensée magique. La pensée magique, on la trouve en général en dehors de la pathologie. C'est la pensée de l'enfant. C'est des idées superstitieuses. Dans certains rituels religieux, bien sûr pour conjurer le mauvais sort, etc. Par exemple, s'il voit un corbeau, il va vous dire que quel malheur va m'arriver, etc. Donc ça, c'est en dehors de la pathologie. Mais en pathologie, la pensée magique, on peut la trouver, par exemple, dans les TOC et dans la schizophrénie. Par exemple, le patient va vous dire, quand je ferme les yeux, des hommes meurent dans le monde.
Ça, c'est une idée magique. Pour le paralogique, donc paralogique, l'idée de départ est une idée erronée. Par la suite, le raisonnement paraît exact, mais la conclusion est aussi absurde que l'idée initiale était fausse. Dans la personnalité paranoïaque, le délire paranoïaque. Pour l'idée paralogique, par exemple, le patient va vous dire que bon, l'idée initiale, que peut-être ma femme me trompe dans un délire de jalousie. Il va vous dire ma femme me trompe. Donc c'est faux. Par la suite, il va essayer de prouver parce que j'ai vu ma femme en train de parler avec mon voisin dans la rue. Donc c'est lui son amant et elle est en train de lui parler pour se fixer un rendez-vous, etc. Et là, il va conclure que donc l'idée initiale était fausse. Sa femme le trompe alors que c'est faux. Sa femme a parlé avec un homme dans la rue. C'est vrai, peut-être que c'est vrai que sa femme a parlé avec ce voisin, mais pour lui parler de n'importe quoi, de sa voisine, etc. Donc ça c'est exact. Mais la conclusion est fausse. Donc le fait qu'elle parle à son voisin, ça veut dire qu'elle le trompe. Donc et ça en général on le trouve dans les délires de jalousie, dans les délires paranoïaques. Le rationalisme morbide, c'est un raisonnement détaché du réel et pseudo-scientifique, pseudo-philosophique. Dans le rationalisme morbide, en général, on trouve dans la schizophrénie. Je vais vous donner un exemple. Donc, il va vous dire, le patient, il va vous dire que tout cela est lié à la paralysie du cerveau gauche qui entraîne, comme vous le savez, en tant que médecin, un sang gelé qui empoisonne mes veines et mes artères. Donc, comme vous voyez ici, on dirait c'est logique, c'est scientifique, mais c'est absolument, c'est faux, c'est absolument faux. Donc, c'est un détachement, c'est un raisonnement détaché du réel. Il est pseudo-scientifique, pseudo-philosophique. Donc, après ça, vous allez évaluer l'intelligence de votre patient et s'il y a des troubles de jugement ou non, qui peuvent être précoces. Donc, on peut trouver les troubles de jugement précoces, c'est-à-dire dès le jeune âge de votre patient. Et ça, c'est dans les allégations d'habilité mentale. Les troubles du jugement peuvent être réversibles dans le syndrome confusionnel, c'est-à-dire ils vont passer, il y a des troubles du jugement à un certain moment, dans la confusion mentale, puis il va guérir une fois. Dans tous les cas, la confusion mentale est toujours d'origine, presque toujours d'origine organique. Donc c'est un problème organique qui engendre la confusion mentale. Et vous allez voir un trouble du jugement transitoire et qui va passer par la suite. Ou bien c'est acquis définitif, c'est-à-dire, et il va s'installer bien sûr tardivement, c'est-à-dire le sujet avait auparavant toutes ses facultés mentales, il avait de bons jugements, il travaillait correctement, il n'y avait aucun problème, mais par la suite, lors du développement d'un syndrome démentiel, il va acquérir des troubles du jugement et qui vont rester, qui sont définitifs. Et ça, surtout, c'est dans les démences irréversibles, hein, type Alzheimer, maladie de Pic, etc. Après les troubles du jugement, on a l'activité perceptive, c'est la perception. On a d'abord les hallucinations. C'est quoi les hallucinations? C'est une perception sans objet à percevoir. C'est-à-dire, ce sont des sujets qui vont entendre des choses, qui vont sentir des choses, ou voir des choses qui n'existent pas. Donc, par exemple, la personne va vous dire, j'entends une voix dans mes oreilles qui me parle, c'est un démon qui me parle dans mes oreilles, me dit des choses qui sont pas agréables, etc. Ou bien, alors que vous ne sentez rien du tout, il va vous dire, je sens une odeur nauséabonde dans la salle. Ou bien, il va vous dire, alors que vous ne voyez rien, il va vous dire,
je vois un rat qui est en train de marcher sur la table, alors que vous n'avez rien vu. Donc, donc, on a les hallucinations psychosensorielles, donc hallucinations avec un substratum organique, comme je vous ai dit, auditif, c'est-à-dire qu'il va entendre des choses, visuel, il va voir des choses, gustatif. Par exemple, il voit, alors que vous êtes en train de manger une glace, et il va vous dire, je sens une odeur nauséabonde dans cette glace, alors que vous n'avez rien senti. Olfactif, il va sentir des trucs alors que vous n'avez rien senti vous aussi. Synesthésique, c'est en rapport avec la sensibilité proprio et interoceptive. Par exemple, le patient va vous dire euh, que mon cœur ne bat plus, ou je sens une bête dans mon ventre. Ça, c'est en rapport avec une sensibilité proprio-interoceptive. Tactile, c'est le tact, c'est la peau. Il va vous dire, je sens une fourmi qui marche sur ma main. Psychomotrice, c'est-à-dire pour la psychomotrice, c'est-à-dire le sujet, on le fait parler, il va vous dire que c'est pas moi qui parle, il dit des absurdités ou des mots grossiers, ou bien on le fait marcher, il va vous dire comme c'est pas moi qui marche, c'est quelqu'un qui me fait marcher, etc. Donc ça, c'est pour les hallucinations psychosensorielles. Alors que les hallucinations psychiques, il n'y a pas de substratum sensoriel. Pour les hallucinations psychiques, il va vous dire, le patient, il y a quelqu'un qui parle dans ma tête, il y a quelqu'un qui parle dans mon cœur. Donc il n'y a pas de substratum anatomique, c'est-à-dire il n'y a pas un organe de sensoriel, c'est-à-dire l'olfaction, le visuel, l'audition, etc. Mais il va vous dire, il y a une voix qui me parle dans ma tête, il y a une voix qui me parle dans mon cœur. Ensuite, il y a le syndrome d'automatisme mental. C'est quoi le syndrome d'automatisme mental? C'est l'échappement hors du contrôle de la volonté du sujet d'une partie de sa pensée. C'est-à-dire, il n'a plus, par la suite, il peut prendre des caractéristiques hallucinatoires. C'est-à-dire, il n'a plus la capacité donc, il n'arrive plus à contrôler sa pensée. On a d'abord l'automatisme idéo-verbal. Par exemple, on a écho de la pensée. C'est quoi écho de la pensée? C'est-à-dire le patient entend une voix qui répète sa pensée au fur et à mesure qu'elle se déroule. C'est-à-dire, il y a une voix qui répète sa pensée. Par exemple, il pense à quelque chose et il y a une voix qui répète sa pensée dans sa tête. C'est ça l'écho de la pensée. Commentaire de la pensée et des actes. C'est-à-dire, il y a des commentaires avant, pendant ou après l'action ou la pensée du sujet. C'est-à-dire, il y a une voix qui répète ou commente ses actes, qui commente ses actes. Par exemple, ah, vous êtes en train de faire ceci, ah, vous êtes en train de dire cela. En général, c'est des commentaires désagréables avec des insultes ou des menaces. On va menacer le patient. Et rarement, c'est des commentaires agréables où, par exemple, les voix vont lui dire, ah, vous êtes la plus belle femme du monde, vous êtes jolie, etc. Ou bien on peut avoir vol et dominement de la pensée, c'est-à-dire le patient ressent l'intrusion d'un autre dans sa pensée. C'est-à-dire, par exemple, il va vous dire, vous savez très bien ce que je pense, docteur, et vous ne me répondez pas. C'est-à-dire, le patient sent que vous lisez ses pensées et que vous savez ce qu'il pense. Et ça, le vol est dominement de la pensée. On peut avoir des impulsions verbales. Les impulsions verbales, c'est-à-dire le patient va vous dire des mots absurdes, explosifs, ou il n'arrive pas à contrôler son vocabulaire. C'est-à-dire on l'oblige à dire des mots grossiers, dire des insultes.
L'automatisme sensitif, c'est des hallucinations psychosensorielles, gustatives, olfactives, visuelles, tactiles et synesthésiques. C'est-à-dire, en plus, il va y avoir des hallucinations, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, gustatives, olfactives, visuelles, tactiles et synesthésiques associées. C'est-à-dire, il va sentir des choses, il va goûter des choses, il va voir des choses, etc., sentir des trucs sur sa peau, etc. L'automatisme mental, c'est des hallucinations psychomotrices, c'est fait de mouvements imposés, d'articulations verbales forcées. Et ça aussi, ici, on le fait marcher, c'est-à-dire on l'oblige à marcher, on l'oblige à dire des mots, etc. C'est ça l'automatisme mental. En général, l'automatisme, ce nom d'automatisme mental, on le trouve dans les psychoses délirantes, les psychoses hallucinatoires chroniques, la schizophrénie, etc. L'interprétation, après les hallucinations, il y a l'interprétation, c'est la distorsion du jugement, c'est l'explication erronée d'une perception exacte. Par exemple, le patient va vous dire, euh, vous allez lui demander, il va vous dire que je suis le prophète. Et vous allez lui dire, je suis le prophète Mohammed. Et vous allez lui dire comment vous avez su, bon, bien sûr c'est délirant, et vous allez lui dire comment vous avez su ça, il va vous dire parce qu'on a klaxonné hier dans la rue. Donc c'est vrai qu'on a klaxonné dans la rue, donc c'est une perception exacte, mais c'est l'explication qui est erronée. C'est-à-dire il va vous dire parce qu'on a klaxonné, je suis le prophète. L'imagination, c'est l'invention, la fabulation, c'est-à-dire il va imaginer, inventer, et ça on la trouve en général dans les paraphinies. L'intuition, c'est une idée fausse admise en dehors de toute donnée objective ou sensorielle. C'est-à-dire, par exemple, pour l'intuition, il va vous dire je suis le prophète Mohammed. Et vous lui dites comment vous avez su que vous êtes le prophète. Il va vous dire je le sais comme ça. Je le sais. Ça, c'est intuitif. Donc, je le sais, je le sais. L'illusion, c'est une perception déformée d'un objet réel. C'est-à-dire, pour l'illusion, c'est-à-dire que l'objet réel, par exemple, c'est vrai qu'il y a une chaise devant lui, mais il va vous dire, la chaise, il va vous dire que c'est un chien. Et il va vous dire qu'est-ce qu'il fait ce chien dans cet hôpital. Donc, c'est une perception déformée d'un objet réel. Donc, la chaise, il va la prendre pour un chien. Et ça, l'illusion, en général, on la trouve dans les confusions mentales. Ça, donc, je vous ai fait ça pour donc tout délire. On a vu l'idée délirante à une organisation qui est donc tout délire à un thème, c'est-à-dire nouveau, et à un mécanisme, à savoir interprétatif qu'on a vu, interprétatif, imaginatif, intuitif, hallucinatoire, illusionnel. Pour le thème du délire, on a un thème de persécution. Donc, par exemple, on cherche à lui nuire dans sa personne physique, morale, réputation, famille, travail, ou dans ses biens, préjudice. Par exemple, le patient est délirant, il va vous dire qu'on veut me tuer ou on veut me faire du mal. C'est ça, alors que c'est pas vrai. C'est ça le délire de persécution. C'est-à-dire on cherche à lui nuire. Ou bien on veut m'enlever mes biens ou mon argent. Ça, c'est un délire de préjudice. Un délire de possession, c'est le sentiment d'être possédé par une puissance diabolique, animale ou autre. C'est-à-dire, le patient va vous dire que je suis possédé par un djinn, je suis possédé par un chien, etc. Euh, il va vous dire un imskoun, etc. De grandeur de mégalomanie, c'est le sentiment d'être appelé à une destinée grandiose. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est mégalomane, il va vous dire, la jeune fille va vous dire, je suis la plus belle femme du monde, ou elle va vous dire que je suis le prophète, ou ils vont vous dire, j'ai une fortune colossale, j'ai des milliards et des milliards d'argent, etc. C'est la mégalomanie.
Hypochondriaque, c'est des idées fausses concernant le corps. Nousophobie, son fonctionnement. C'est-à-dire, il va vous dire par exemple une idée délirante hypochondriaque, il va vous dire que j'ai une maladie grave qui va me tuer alors qu'il n'est pas malade du tout. Ou bien il va vous dire que j'ai des yeux en glace. C'est une idée délirante de transformation. Ou bien il va vous dire une idée de négation d'organes. Par exemple, il va vous dire que je n'ai pas d'intestin ou je n'ai pas de cœur. Donc, c'était toujours un délire hypochondriaque en rapport avec le corps et son fonctionnement. Un délire d'influence, c'est le sentiment qu'a le sujet d'être agi ou commandé par une force extérieure à sa volonté. C'est-à-dire, il va vous dire qu'on m'oblige à être triste, on m'oblige à faire ça ou faire ça. Donc, pour le délire d'influence, il y a une force extérieure à sa volonté qui l'oblige à faire quelque chose. Pour le délire d'influence, en général, il fait suite à l'automatisme mental. Quand on trouve un automatisme mental, en général, on trouve un délire d'influence. Le délire de référence, c'est le sentiment d'être l'objet ou de l'intérêt d'autrui. C'est-à-dire, le patient va vous dire qu'on parle de moi à la radio, on parle de moi à la télévision, etc. C'est ça le délire de référence. Bien sûr, chaque délire, quand vous demandez au patient comment vous avez su qu'on parle, par exemple, qu'on veut vous dire qu'on enlève de votre argent, ou par exemple le cas du prophète, vous êtes le prophète, il y a un mécanisme, il vous dit parce qu'on a klaxonné dans la rue, ça c'est l'interprétatif, parce que je sais comme ça c'est l'intuitif, hallucinatoire parce que il y a une voix qui m'a dit que vous êtes le prophète, c'est hallucinatoire. Bien sûr, l'imaginatif, c'est autre chose, l'illusion, aussi parce qu'il va vous dire que j'ai vu quelque chose devant moi qui me dit ça. Ensuite, vous allez apprécier la conscience de soi et de l'environnement. Bien sûr, vous allez apprécier la vigilance du sujet, c'est-à-dire qu'il a une conscience claire ou non. Et ça, en général, les troubles de la vigilance, on les trouve dans la confusion et les troubles de la vigilance, on en trouve en général dans la confusion. Donc, ils sont des états qui vont d'une vigilance normale au commun, c'est-à-dire qui est bien vigilant, normal, ou bien obnubilé, il y a des petites confusions qui peut aller jusqu'au coma. Pour l'attention, c'est-à-dire est-ce que le sujet, quand vous lui parlez, il vous regarde, il vous suit ou non. Donc, c'est ça la fonction. On peut trouver une attention accélérée dans ces états prosexy. On la trouve dans les états anxieux, les états dépressifs, ou bien une diminution de l'attention. Euh, Quand le sujet ne vous suit pas quand vous parlez, etc. Ça, c'est dans les syndromes démentiels et confusionnels, mais aussi dans les accès maniaques où le sujet est très excité et il n'arrive pas à vous suivre. Donc les troubles de la conscience de soi de la personne et du monde. Ces troubles sont appréhendés aussi selon un aspect neurologique, somatique, et c'est les troubles de l'image corporelle ou psychique dans le cadre de la dépersonnalisation des réalisations. Pour le trouble du schéma corporel, on peut trouver le membre fantôme. C'est une sensation de persistance du membre après son ablation ou son amputation. C'est-à-dire que ce sont des sujets, par exemple, chez les diabétiques qui sont amputés. Par exemple, ils vont vous dire que je sens, qui sont amputés par exemple par la jambe, ils vont vous dire que je sens toujours ma jambe, elle est là, alors qu'elle n'existe pas. On appelle ça le membre fantôme. En général, ces sujets nécessitent une psychothérapie afin d'admettre leur amputation et d'admettre qu'ils n'ont plus leur membre. On peut aussi trouver la dépersonnalisation et la déréalisation, ça c'est des troubles psychiques.
Dépersonnalisation, c'est d'être détaché de soi, c'est l'altération du sentiment d'être et d'avoir un corps, d'être une personne ayant une identité. Et ça, on a souvent en général pour la dépersonnalisation, c'est dans les accidents très graves, lors d'un accident de la circulation, etc. Le sujet va sentir comme s'il est sorti de son propre corps et il se regarde de dehors, c'est-à-dire il va s'observer de dehors, comme s'il est sorti de son corps et il va par exemple voir son corps là-bas et il va se regarder de dehors. Ça, c'est dans les accidents très graves, dans tremblement de terre, accident de la circulation, etc. Ou bien c'est le monde autour de lui qui est irréel, qui est déformé ou éloigné, etc. Et ça, c'est la déréalisation. Donc la dépersonnalisation, c'est son propre corps. La déréalisation, c'est le monde autour de lui qui est déformé. Donc après ça, on va voir l'état émotionnel de notre sujet, c'est-à-dire son humeur. Donc l'humeur, c'est la disposition affective fondamentale, riche de présence émotionnelle et instinctive, qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. Donc, l'humeur, c'est le misège. Donc, on va voir après si cette humeur qui peut être dépressive, dans le cadre des dépressions, c'est-à-dire c'est une humeur triste, expansive ou euphorique, c'est la joie, c'est dans les accès maniaques, ou atymique, il n'y a pas d'humeur, absence de toute attaque de votre passion devant vous et vous n'avez aucune humeur devant, vous n'appréciez aucune humeur. C'est dans la schizophrénie. Ou bien, on peut trouver aussi les troubles anxieux, c'est l'anxiété dans les troubles anxieux. Donc, vous avez terminé votre examen psychiatrique et vous allez faire votre examen physique. Vous allez faire les constantes hémodynamiques, c'est-à-dire vous allez prendre la fonction, le pouls de votre patient. Vous allez faire votre examen cardiovasculaire, votre examen pulmonaire, surtout neurologique qui est très important en psychiatrie. Et vous pouvez examiner d'autres appareils en fonction de votre signe d'appel. Donc, après l'examen psychiatrique, vous allez toujours faire votre examen somatique ou physique. Bien sûr, en fonction de l'orientation clinique et des signes d'appel, vous allez demander des examens complémentaires, à savoir radiologiques, par exemple un scanner IRM, radio du thorax, etc. Ou EEG. Vous allez demander aussi biologique. Il y a des examens biologiques qu'on fait systématiquement à tous nos patients, à savoir glycémie, ionogramme sanguin, bilan rénal urétréa, bilan hépatique, bilan thyroïdien, FNS, des tests de grossesse, ECG, EEG, on le fait aussi systématiquement pour le CG. Et on fait aussi, à la fin de notre examen, on demande des tests psychologiques qui, à nos psychologues, bien sûr, on a des psychologues à l'hôpital psychiatrique et qui nous font toujours des tests psychologiques qui peuvent nous orienter sur la personnalité et s'il y a des troubles de l'efficience intellectuelle, donc sur l'intelligence, surtout chez les enfants. Tests de personnalité, on a des tests de personnalité type MMPI, qui sont des questionnaires à poser à nos malades, ou bien de type Rorschach, qui sont des planches qu'on montre à nos malades, c'est des images qui vont nous expliquer. Bien sûr, et de là, on va tirer la personnalité de nos patients. Donc, vous avez examiné votre patient, vous avez des symptômes, par exemple une dépression, vous allez dire qu'il y a un syndrome dépressif, des idées délirantes, avec des hallucinations, vous allez dire que c'est un syndrome délirant, syndrome hallucinatoire, ou bien votre patient est excité, expansif avec euphorie, etc. Vous allez tirer un syndrome maniaque. Donc, vous allez faire votre regroupement syndromique. Bien sûr, votre regroupement, en fonction de votre regroupement syndromique, vous pouvez poser un diagnostic. Par exemple, pour un syndrome délirant, un syndrome discordant et un syndrome hallucinatoire, vous allez parler de schizophrénie.
devant un syndrome d'excitation psychomotrice et un syndrome maniaque, vous allez parler d'accès maniaque. Devant une dépression et une bradypséchie avec bradyphémie, donc un syndrome psychomoteur avec un syndrome dépressif, vous allez parler d'une dépression, poser le diagnostic de dépression, etc. Bien sûr, en fonction du diagnostic, vous allez mettre votre conduite à tenir, quels médicaments et quelle psychothérapie vous avez utilisé. Vous allez suivre votre patient, donc il y a une évolution à faire chaque jour chez nos patients qui sont hospitalisés et une surveillance, bien sûr, des constantes hémodynamiques de nos patients, une surveillance du sommeil aussi, elle est importante, surveillance de l'apparition s'il y a des effets secondaires des médicaments, etc. Et bien sûr, le pronostic, en fonction de la pathologie, vous allez dire que si c'est une pathologie de bon pronostic, de mauvais pronostic, etc.